Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est que le thème de cette table ronde, c'est booster vos ventes grâce à des actions marketing et des moyens de paiement adaptés. On va laisser la parole, on a 3 témoins. Donc, ils se présenteront bien sûr au fur et à mesure. Donc, on a Monsieur Julien Meunier, qui est gérant des librairies Gaia Libre à Albi. Madame Julie Seyssel-Baudet, qui est directrice générale de l'hôtel-restaurant du Pont à Saint-Cyrgue. Et enfin, Monsieur Daniel Robert, qui est responsable équipe commerciale développement des flux au Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées. L'idée, c'est qu'on va, avec tous nos intervenants, parler de moyens de paiement, pourquoi ils ont mis en place ces moyens de paiement, et on s'apercevra que souvent, ils ne l'ont pas fait pour se faire plaisir ou pour simplifier leur administratif, mais pour répondre à une demande client. Et c'est vraiment ça qu'on va aborder avec eux. Et avec Daniel Robert, on abordera plus la partie prospective, parce que finalement, on a une tonne d'outils, de moyens de paiement qu'on peut mettre en place, mais on ne sait pas automatiquement qu'on peut les utiliser. Donc, pour que vous les voyez mieux possible, parce que là, je suis persuadé que là, maintenant, vous voyez tous ces beaux visages, euh, et je vais même, moi, enlever ma caméra, comme ça, vous les verrez encore mieux. On va démarrer cette table ronde et on va démarrer avec Julien Meunier. Julien Meunier, bonjour. Et bonjour. Vous êtes gérant des librairies Gaia Lib situées à Albi, librairie spécialisée dans la bande dessinée et les mangas, et aussi membre du réseau national Canal BD. Ça fait. Donc, je vais vous poser la première question, qui est dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez rapidement nous énumérer tous les moyens de paiement valides dans votre établissement? Et on va être surpris, à mon avis. Alors, oui, ils sont assez nombreux. Évidemment, le terminal bancaire, hein, avec le sans contact et avec contact. Maintenant, c'est devenu une norme. Alors, on va essayer de tout lisser. On va partir des plus jeunes, les chéquiers collégiens. La carte jeune qui est remise aux lycéens et à certains étudiants, le pass culture qui est relativement récent, les moyens de paiement quoi, mince, hein, j'ai pas le mot, les chèques culture, les tiers groupés, tous ces chèques remis par des comités d'entreprise où effectivement, là, c'est relativement récent. Je ne prenais que l'échec culture et désormais, en fin de compte, je prends absolument tous les titres de paiement. Et je crois qu'on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Le cas échéant, on accepterait des paiements par virement, surtout quand il s'agit des collectivités locales. Par chèque, évidemment, même si on essaie de faire attention quoi, quand même au paiement par chèque et on essaie de prendre que les chèques des gens qu'on connaît très bien, qui ont des comptes de fidélité quoi, chez nous, qui nous semble honnête. Je vois pas ce que j'ai pu oublier, mais ça fait déjà bon nombre. Ça fait quand même beaucoup, je trouve. Donc, du coup, ça fait un certain nombre. Alors, déjà, je vous pose la question qui tue. Pourquoi en accepter autant? Et sont-ils toujours en adéquation avec les obligations légales liées au prix du livre? Parce que vous êtes quand même sur un marché qui est hyper réglementé. Absolument. Alors, ben oui, là, il y a un petit peu un vide juridique, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, si effectivement je ne prenais que les chèques culture, chèques lecture, c'était parce qu'il y avait quelque chose de conforme à la loi sur le prix unique du livre. C'est-à-dire je reversais 5% quoi, à la société sur le titre de paiement. Euh, qui est la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de remiser le livre à plus de 5% au prix public. Mais quand on a un client qui arrive avec un titre de paiement ou qui susciterait quoi que moi je paye 10%, ce qui est souvent quoi le cas, bon, ben déjà ça me pose un énorme problème par rapport à ma marge qui est très très faible. Mais en même temps, si les supermarchés de la culture, pour pas les nommer, les prennent, eh ben j'envoie ma clientèle directement chez eux. Donc je suis un petit peu contraint en définitive
à accepter tous ces titres de paiement. Donc, effectivement, donc du coup, l'idée, c'est que si vous ne les faites pas, vous les renvoyez chez le concurrent. Voilà, c'est tout simplement ça. Et depuis maintenant, je prends absolument tous les titres qu'on me propose, même si je n'ai pas encore fait les démarches administratives pour pouvoir me faire rembourser. Et par contre, vous l'évoquiez là tout à l'heure, ça suppose quoi un surcroît de travail administratif assez important. Et il y Alors, a, justement, on oui, y va, parce que moi, je me dis, avec tout ça, déjà qu'on entend beaucoup de restaurateurs dire, ouais, les tickets restaurants, c'est compliqué à gérer. Là, quand vous m'énumérez tout ça, les différents dispositifs, et ainsi de suite, comment vous faites à gérer cette partie administrative? eh ben, la solution est venue il y a un peu avant le confinement. J'ai pris directement quelqu'un qui me fait du travail de secrétariat et un petit peu de comptabilité en freelance. Il passe à peu près 4 heures dans l'entreprise par semaine. Alors évidemment, il y a un coût hein, là-dessus, mais très clairement, quoi, à l'usage, je me suis rendu compte que cette personne, en fin de compte, se dégage son propre salaire. Et en définitive, moi, me libère énormément de temps. Qu'elle fait en 4 heures, moi, je le faisais davantage en 8 ou 10. Et ça me permet de ne pas avoir à me soucier, en fin de compte, de cette problématique-là. Il y a quelques années de ça, j'en étais au point où j'oubliais carrément quoi, de renvoyer mes titres de paiement à la société. Et je passais des délais. Et je perdais de l'argent. Désormais, ben, au moins, quoi, j'ai un flux constant de trésorerie grâce à ces flux de paiement. Et je n'ai pas à m'en soucier. Ou peu. Donc, ça veut dire que vous revenez à votre métier de base, qui est libraire et chef d'entreprise. Libraire, voilà, aller au-devant de mes clients, les conseiller, parce que, mine de rien, on a une activité qui est très, très chronophage avec les clients. En même temps, c'est très clairement la meilleure partie de notre travail. Sinon, ça demeure quoi de la comptabilité et la manutention. Bon, donc, très intéressant déjà cette partie-là, parce que du coup, vous avez externalisé cette démarche-là avec quelqu'un qui a l'habitude. Mais dans tous les moyens de paiement que vous avez énumérés jusqu'à présent, vous ne vendez pas en ligne directement. Alors, ça, c'est en cours de route. Comme vous l'avez dit, je fais partie du réseau national et même international Canal BD, qui est un groupement de libraires indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, on est absolument l'inverse d'une franchise. On est tous actionnaires, propriétaires de librairies, du réseau Canal BD. Et du coup, on mutualise nos moyens un maximum et nous avons un site de commande en ligne à l'heure actuelle. Il est en place depuis maintenant 6 ou 7 ans, mais qui malheureusement a mal vieilli, il est peu ergonomique, il est difficile d'usage via un smartphone et il ne permet pas le paiement en ligne, à part chez certains libraires qui ont la capacité de faire des envois et qui ont mis en place des systèmes de paiement en ligne. Normalement, au début de l'année 2024, nous avons un nouveau site Canal BD quoi, qui est en cours de création, qui va nous permettre, en plus de ça, avec les nouvelles lois sur les frais de transport, de faire de la commande en ligne à venir récupérer à la librairie ou éventuellement par envoi. Et ce site va nous permettre de faire les calculs de frais de port de manière automatique et une capacité d'affranchissement directement dans la librairie. Donc ça peut être quelque chose de quand même très intéressant. Et comme vous me l'avez fait remarquer très justement il y a quelques années, qu'on fasse de l'argent quoi avec Internet ou qu'on n'en fasse pas, il faut être présent dessus. Il faut exister sur ces médias-là pour pouvoir au moins quoi arriver à faire venir les clients directement dans nos commerces. Très bien. Donc, du coup, pour vous, ça va quand même devenir l'étape, la prochaine étape, cette logique à un moment donné
de pouvoir vendre en ligne ou du moins ramener encore une fois le client dans le magasin. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que ça peut générer? Ben, éventuellement, je vais pouvoir mettre en ligne aussi un stock un petit peu ancien que je ne peux pas retourner chez l'éditeur et qui peut-être intéressera quelqu'un quelque part en France, en Belgique ou même à l'international. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous Avec avez des plaisir. questions pour Julien? Mais sinon, on pourra tout revenir sur quelque chose dessus. Parce qu'effectivement, vous avez été très clair dans votre explication. A priori, pas de questions pour l'instant, mais je suis sûr que ça va venir. Il y aura des questions de groupe et pour tout le monde. Madame Julie Saïsset-Baudet, Bonjour. rebonjour. Bonjour à tous. Donc, vous êtes la directrice générale de l'hôtel-restaurant du Pont à Saint-Cirgue, ou en Biallet, pour ceux qui préfèrent, mais ça dépend de quel bout du pont on se situe. Et c'est un établissement qui propose de multiples services, car il est composé d'un hôtel, d'un restaurant et d'un spa. Tout à fait. On a Rien, 3 activités. rien que ça. Rien que ça. Voilà. Concernant la partie hôtel, vous êtes présente sur de nombreuses plateformes, comme beaucoup d'établissements, Logis, Booking ou d'autres. Comment avez-vous choisi de gérer les paiements sur ces sites? Alors, je fais uniquement du paiement sur place. Toutefois, lors de la réservation, les clients doivent laisser une empreinte bancaire afin de confirmer leur réservation. Ce qui me permet d'avoir une sécurité au cas où ils ne viennent pas, que je puisse faire un prélèvement éventuellement. Et surtout, je pense que ça responsabilise le client, tout simplement. Il s'engage avec un numéro de carte bancaire, du coup, à venir faire sa réservation. D'accord. Donc, effectivement, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, vous ne recevrez pas l'argent, donc vous n'êtes pas sûr. Quels sont pour vous les avantages de cette prise d'empreinte et pourquoi ne pas avoir choisi un encaissement par avance? Alors, j'ai fait ce choix par facilité de gestion parce que il m'est arrivé avant de faire des prélèvements systématiques sur les cartes bancaires des clients lors de la réservation. Et puis finalement, une demi-heure après, il annule. Et puis finalement, il reporte et les tarifs sont plus les mêmes. Donc du coup, c'était une logistique et surtout du temps passé perdu pour moi parce que je faisais une procédure pour l'annuler ensuite, donc c'était beaucoup de temps perdu. Donc du coup, aujourd'hui, je ne fais que relever l'empreinte bancaire, enfin, elle se garde dans les systèmes de réservation et je ne l'utilise que si vraiment le client ne vient pas ou annule dans les délais qui sont au-delà du délai d'annulation. À aujourd'hui, est-ce que ça ne vous a pas porté préjudice avec des gens qui ne viennent pas ou ainsi de suite? Alors bien sûr, ça m'arrive, bien entendu. Après, je dirais que j'ai un peu de chance, c'est toujours sur des périodes où j'ai encore des chambres de disponibles, donc ça ne m'a pas imputé vraiment sur l'activité. Mais effectivement, il arrive que des clients ne viennent pas, n'avertissent pas. Quand on essaie de faire le prélèvement sur la carte bancaire, la carte est refusée. Il arrive aussi que, oui, enfin, surtout voilà, les cartes sont souvent refusées quand on essaie de faire le prélèvement en direct. D'accord. Mais malgré tout, vous vous y retrouvez dans ce fonctionnement-là. Oui, parce que c'était vrai, enfin, pour moi, ce serait vraiment trop chronophage de faire un prélèvement systématique sur chaque réservation. Alors, il y en a qui le font à 48 heures avant l'arrivée, je sais, des confrères, beaucoup qui procèdent à cette chose-là. Pour ma part, c'est beaucoup trop de temps à le faire. Je ne pourrais pas le caser dans mon planning. Ça paraît impossible. Dans les plannings des 3 activités, je rappelle, hein. C'est ça, c'est Euh, ça. alors, ça, c'était pour la partie hôtel, mais du coup, vous avez fait le choix aussi de vendre directement en ligne certaines prestations. Oui. Et pouvez-vous nous dire lesquelles et pourquoi les avoir mis du coup en vente directe? Parce qu'on se retrouve à quel endroit où vous prenez des empreintes et là où on est sur de la vente directe. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai fait le choix pour tout ce qui est coffret cadeau. Donc, coffret cadeau qui va reprendre l'ensemble des activités, d'une partie restaurant, la partie hôtel et la partie spa, les trois mélangés parfois.
Donc, en fait, je travaille avec un intermédiaire qui propose un site internet de vente de coffrets cadeaux. Donc, moi, j'ai monté mes packages et en fait, on le vend donc sur cette plateforme. Et là, le client peut payer en ligne directement. Donc, je me suis rapprochée de ma banque qui m'ont mis en place donc, les facilités nécessaires pour que l'intermédiaire puisse procéder à cette mise en place. Et du coup, les clients peuvent directement acheter ces bons cadeaux qui sont voilà, valables un certain temps, etc. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis la première à faire un cadeau à la dernière minute et à me dire à 23h, mais c'est l'anniversaire de un tel demain, qu'est-ce que je vais faire? Et que du coup, forcément, ça me facilite à moi. Si le client m'appelle à 23h, je perds une vente, tout simplement. Donc, je ne pourrais pas être en mesure à 23h de lui fournir un bon cadeau, de le lui préparer, etc. Donc, au moins, je me dis que ça permet au client d'être plus libre voilà, sur ce côté-là des ventes. D'accord. Donc, du coup, effectivement, vous avez adapté ce système-là pour répondre aux attentes du client. Oui, oui, complètement. Du moins parce que, enfin, voilà, sur ce volet-là des ventes, ça me paraissait nécessaire qu'ils aient une autonomie du fait en voyant les consommations comme elles sont, etc. J'ai souvent des clients qui débarquent au restaurant me disant, ah, il me faut un cadeau pour cet après-midi, est-ce que vous pouvez m'imprimer quelque chose? Bon, voilà, je me dis que là, au moins, ils ont une partie libre, ils reçoivent le bon cadeau directement chez eux, tout est réglé et moi, je suis plus libre. Le bon cadeau est dématérialisé comme une place de concert? Ouais, complètement. Complètement, complètement. Donc, ils peuvent le faire à tout temps, à toute heure, hein, et ils le reçoivent dans les 5 minutes qui suivent. Comme l'achat d'une entrée à un site touristique, exactement pareil. D'accord, oui. Donc, effectivement, comme je dis, oui, effectivement, une place de concert, même concept, quoi. Tout à fait. Oui, Très bien. oui, Et quand vous avez mis en place tous ces différents moyens de paiement, tous ces produits, c'était plus par facilité administrative ou pour répondre à un besoin client? les deux. Sincèrement, les deux. Les deux, mon capitaine. Oui. Alors, premièrement, forcément, on se tourne toujours vers le client, hein. L'idée, c'est de faire des ventes et de faire marcher son business. Donc, forcément, dans un premier temps, je pense que c'était vraiment pour répondre en voyant les attitudes des clients pour répondre à ce besoin-là. Et deuxièmement, moi, ça me facilite les choses parce que j'ai pas voilà, le prélèvement à faire sur la carte, à vérifier si le virement a bien été fait, etc. Ça, c'est assuré. Après, par contre, derrière, il y a quand même un retraitement des données qui est quand même à faire par soi-même, hein, et par les logiciels, du coup, une interaction à mener, mais qui est toujours amoindrie par rapport au fait que de recevoir la personne ou de l'avoir au téléphone, de faire le bon cadeau, de penser à le lui envoyer en temps en heure, de bien s'assurer que le paiement soit revenu, etc. Donc, effectivement, votre démarche, elle était à double sens. C'est d'un côté, quel moyen de paiement je mets en place pour répondre aux besoins clients, et de l'autre, qui me facilite ma vie en administratif. Tout à fait. L'avantage après aussi, c'est que cette structure-là me permet aussi, si je veux vendre, alors je parle des bons cadeaux, mais si admettons un client veut faire un séjour packagé et qui est présent en fait sur cette plateforme, il peut très bien passer par la plateforme pour faire sa réservation aussi. Donc voilà, ça me permet aussi de booster derrière des réservations multi-activités. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question pour Julie ou pas encore? Je pense que les gens intègrent les choses au fur et à mesure. Ah, c'est une question. Vous utilisez quelle plateforme? J'attendais qu'elle arrive, celle-là. Je l'attendais aussi, je ne l'ai pas cité. Alors, j'ai été démarchée par la plateforme Happy and You, Secret Box. Il en existe plein. Il en existe plein. Moi, j'ai trouvé leur interface ergonomique, facile d'accès pour mes collaborateurs et moi. Donc, du coup, je suis partie avec celle-là. Mais il en existe plein. D'accord. Merci beaucoup. Et bien maintenant, on va passer à Daniel Robert. Daniel Robert, bonjour. Oui, bonjour Lilian, bonjour à toutes et à Voilà. tous. Donc, effectivement, on a eu deux cas de figure, deux configurations complètement différentes sur les moyens de paiement. Donc, je rappelle que vous êtes responsable équipe commerciale développement des flux au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Ça prend beaucoup de place sur la carte de visite, tout le titre en C'est entier. vrai. Ouais. Mais voilà.
Daniel, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution des moyens de paiement et des grandes tendances à venir? Oui, Lilian, bien sûr. Effectivement, si on regarde un peu l'évolution du moyen de paiement, enfin, le monde du paiement, c'est un éternel recommencement. L'évolution, elle est permanente. Et si on regarde un peu dans le rétro, on va prendre peut-être une profondeur d'une dizaine d'années, notamment pour neutraliser un peu la période de Covid là, qui avait un peu perturbé les données sur cette année-là. Si on se retourne et qu'on prend une dizaine d'années, on observe des moyens de paiement qui vont, pour certains, stagner en nombre d'opérations, d'autres qui vont au contraire plonger, et enfin, à l'inverse, d'autres qui vont fortement augmenter. Aujourd'hui, ce qui est à peu près stable en termes de nombre d'opérations, ce sont les paiements par virement ou prélèvement. Les prélèvements, simplement, ça s'explique par le fait qu'ils sont tenus par les principaux créanciers en France, fournisseurs d'énergie, fournisseurs de téléphonie, les impôts évidemment, l'URSSAF, etc. Donc la masse est relativement stable. Pour ce qui est des virements, c'est relativement stable également, même si les montants ont tendance à augmenter, notamment sous l'effet des gros virements grandes entreprises. Les virements aussi connaissent une petite transformation, c'est-à-dire qu'on passe de plus en plus sur du virement instantané. C'est du virement dont le bénéficiaire réceptionne la valeur sous une dizaine de secondes. Donc ça, c'est aussi de plus en plus utilisé, notamment avec les applications bancaires, et notamment sur le fait que le bénéficiaire en quelques secondes, va avoir la garantie du paiement sur son compte. Donc ça, c'est ce qui est relativement stable. Je laisse un peu de côté les traites, qui sont les effets de commerce, donc entre professionnels qui représentent très très peu de volume en nombre d'opérations et qui sont sur des secteurs d'activité souvent type BTP ou autres, toujours utilisés dans des volumes somme toute relativement stables également. Donc ça, c'est le paquet, on va dire, qui a tendance à bien se maintenir sans connaître trop d'évolution, ni à la hausse ni à la baisse, sur le nombre d'opérations. Ce qui chute incontestablement, ça a été évoqué rapidement précédemment, avec la réserve d'utilisation, c'est le chèque. Le chèque, il faut savoir que sur à peu près les 10 dernières années, le nombre de chèques émis en France a été divisé par 4. C'est énorme. Ça s'explique par des problématiques effectivement de non garantie de paiement sur du chèque, hein, absence de solvabilité. Parfois, on peut trouver des personnes, on va dire, mal intentionnées qui utilisent des chéquiers volés ou autres. Donc, ça explique une partie de la baisse du chèque. Ce qu'il explique également, ce sont de plus en plus les nouvelles générations qui ouvrent des comptes en banque ou des comptes sur des banques en ligne sur lesquels il n'y a simplement pas de chéquier. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est un compte bancaire, une carte bancaire. Le chéquier devient accessoire, alors que si on se remet X années en arrière et quelques décennies en arrière, effectivement, le chéquier faisait partie totalement de la démarche associée à l'ouverture d'un compte. Donc le chèque forte baisse en volume et en nombre d'opérations là-dessus. Par contre, le point sur lequel on va insister et sur lequel on rejoint totalement notre dématérialisation et les aspects numériques des transactions, c'est le développement de la carte bancaire. Aujourd'hui, la carte bancaire en France, c'est sûrement près de 80 millions de cartes bancaires en circulation. Sur l'équipement des commerçants également, c'est une forte augmentation du nombre de TPE. On doit être aujourd'hui à quasiment 2,5 millions de TPE installés en France, alors qu'on était à 1,5 million à peu près il y a une dizaine d'années. Donc, on a de plus en plus de commerçants qui sont équipés de terminaux de paiement électronique. Et évidemment, c'est un plus pour le commerçant en termes de garantie de paiement lorsqu'on est en face à face, soit sur du sans contact, soit avec au-delà de 50 euros le code tapé, donc c'est une garantie de paiement. C'est aussi pour des activités une garantie ou quelque part une incitation à l'accroissement du panier moyen.
Aujourd'hui, le chiffre qui est communément admis au niveau national, c'est qu'un commerçant, par exemple, sur un marché un samedi matin, qui prend une carte bancaire, lui, il va avoir un panier moyen de 25% supérieur au commerçant voisin qui ne prend pas la carte bancaire et qui prend uniquement les espèces. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une vraie réalité aujourd'hui. L'aspect monétique dope réellement le panier moyen et le chiffre d'affaires des commerces. Et c'est quelque chose qui est devenu incontournable sur le commerce de proximité notamment. Ce que j'avais relevé également comme chiffre, c'est toujours assez surprenant, mais les espèces, finalement, quand même, toujours un peu la vie dure. On a toujours autant d'espèces en circulation, voire sur la dernière année, un léger accroissement. Difficile toujours de donner les réelles raisons de ce maintien des espèces, alors que on a globalement quand même une activité qui est beaucoup plus aujourd'hui payée par la carte bancaire, hein. On a des commerces de proximité. Aujourd'hui, la carte bancaire, c'est 80% des encaissements. Mais les espèces sont toujours présentes. Il y a quand même le marché de l'occasion avec le marché de la seconde main qui se fait de particulier à particulier, qui doit tirer un peu la partie espèce. Mais d'une façon générale, on a quand même ce maintien aujourd'hui à nombre de paiements qui fait que ça reste, somme toute, une spécificité un peu franco-française du maintien de ce volume-là. Voilà un peu pour les grades de tendance. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est avant tout le développement de la carte bancaire. Et dernier point peut-être sur lequel je voulais rebondir par rapport aux éléments qui ont été précédemment cités, c'est aussi le développement du e-commerce qui fait le développement de la carte bancaire. Le e-commerce sur les 4-5 dernières années et bien plus pendant la période Covid évidemment, c'est une croissance à 2 chiffres lorsqu'on a parfois certains commerces de proximité qui sont à souffrance sur le développement du chiffre d'affaires, même si c'est un subtil mixte, on va dire, entre la consommation d'une part et l'inflation d'autre part sur l'évolution des cartes bancaires. Mais le e-commerce, lui, continue son développement à 2 chiffres d'année en année. Et aujourd'hui, on ne voit pas effectivement de frein au e-commerce, sachant que notre vision, c'est de dire que le e-commerce, c'est un vrai complément de l'activité de proximité. C'est pas quelque chose qui doit prendre le pas sur l'activité de proximité, mais c'est un vrai complément. Et dans tous les cas, si on ne va pas sur le e-commerce, tout du moins, si on ne va pas sur les vitrines, sur les réseaux sociaux, etc., en termes de communication, on va se priver potentiellement de trafic, de commerce et d'activité dans son commerce de proximité. Et on aura sûrement laissé une part du gâteau au voisin qui, lui, va faire cette démarche-là. Donc, carte bancaire, proximité et également e-commerce, c'est les forts développements observés ces dernières années. Alors, je vais je vais en profiter, je vais aller dans votre sens, hein. C'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à opposer commerce traditionnel et e-commerce. Et je pense que là maintenant, si on veut vraiment répondre aux attentes des clients, il faut voir le e-commerce comme un canal complémentaire à, à son entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut arriver à des stratégies qui sont particulièrement intéressantes parce qu'on peut, même si on achète en ligne, on peut avoir ce que les gens détestent faire, c'est payer la livraison. Donc, on peut faire en sorte que les gens payent en ligne et ensuite les faire revenir en magasin. Et si on les fait revenir en magasin, c'est-à-dire qu'on peut faire de la vente additionnelle, mais aussi qu'on peut parler avec eux. Donc, je crois que c'est des éléments qui sont très importants. On a tendance à les opposer. Alors, je pense qu'au contraire, on peut arriver sur des démarches très, très complémentaires. Mais bon, ça, c'est mon cheval de bataille, vous le savez. Donc, du coup, effectivement, sur toute cette partie-là, Daniel, le Crédit Agricole, vous accompagnez vos clients sur la mise en place de tous ces moyens de paiement et notamment toutes les problématiques e-commerce, c'est-à-dire contrat de vente à distance et j'en passe, c'est des meilleurs.
Oui, c'est bien ça. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une gamme de solutions qui permet de couvrir l'ensemble des besoins et des différents systèmes de distribution et de commercialisation de nos clients. Aujourd'hui, tout est possible, soit à proximité, soit à distance, soit sur de la livraison. Donc, ce sont effectivement un ensemble de solutions qui permettent vraiment de coller au cas par cas et aux besoins. J'allais dire, il n'y a pas une solution unique. Souvent, les solutions s'adaptent au métier. On ne demande pas au métier de s'adapter à la solution. Donc, c'est une vraie force de pouvoir aujourd'hui disposer de toutes ces technologies autour notamment de la carte bancaire et qui permettent ces différents modes d'encaissement et de vraiment épouser l'organisation du commerce. Très bien. Donc, ce que je vous propose là, Daniel, parce qu'on l'avait préparé à l'avance, hein, c'est peut-être que vous me fassiez une rapide panorama des solutions, Oui. parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que les gens connaissent pas automatiquement sur les solutions bancaires, et notamment une que je trouve quand même particulièrement pertinente, qui est le paiement par lien, dont on parle quand même assez peu. Alors, je sais pas, vous me dites si vous voyez C'est mon bon, écran. on voit, Qu'est-ce que Daniel, c'est bon. qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est un plein écran? Non, pas encore. C'est mieux. C'est bon, tu es en plein écran. Ouais, c'est mieux. Ouais. OK. Juste ouais, pour reprendre les quelques éléments, effectivement, et aller dans la logique des propos précédents. Petit zoom sur 2022, où est-ce qui s'est passé en France, notamment sur les cartes, les chèques et les espèces, je vous disais, qui résistent. Euh, Évidemment, sur les cartes, il y a le sans contact, je l'ai peut-être pas dit, il y a le commerce à distance. Sur nos départements, donc Crédit-Agricole Nord-Midi-Pyrénées, nous sommes sur 4 départements, donc Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot et Aveyron. La tendance est la même. On a une petite spécificité sur la vente à distance qui intègre deux éléments. D'une part, deux gros faiseurs Internet, comme quoi tout est possible sur Internet, même à partir de nos territoires. Et on a également une spécificité avec une très forte présence auprès du CHR et de l'hôtellerie qui a recours notamment à la vente à distance de façon massive, ce qui explique un peu les écarts par rapport au national. Euh, Ce qu'on disait, on parlait effectivement des différents circuits de commercialisation et de distribution. Euh, alors on parle de multicanal, on parle d'omnicanal. L'idée, c'est qu'effectivement, on puisse soit être en magasin, soit à distance, soit, et évidemment, quand on est en magasin ou à distance, l'important, c'est qu'on, nos clients, on les fasse venir et revenir. Donc c'est important d'avoir un peu ces trois niveaux d'éclairage. Euh, sur le magasin, j'allais dire traditionnel de proximité, je vais rien vous apprendre. Le TPE aujourd'hui, ça a été évoqué, hein, c'est un incontournable. Parfois, on me dit le TPE pour mon activité, c'est cher parce que c'est une location qui va être entre 20 et 40 euros. Je dis non, c'est pas cher parce que quelque part, c'est un investissement. Ne serait-ce que l'augmentation de panier moyen nous permet rapidement d'amortir cet investissement-là. Ensuite, ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est qu'il y a des offres de plus en plus, on va dire, qui collent à la réalité du terrain aujourd'hui, et notamment qui permettent à des activités de se lancer sur des systèmes qui sont sans abonnement, avec des offres ici nommées Up to Pay Mobile, qui est un petit boîtier relié au smartphone et qui permet, avec un boîtier à 29 euros, finalement, d'encaisser des cartes bancaires sans frais d'abonnement fixe mensuel. Et bon, c'est pertinent, notamment sur les démarrages d'activités avec des chiffres d'affaires relativement limités. Ensuite, c'est important aussi de bien analyser l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps et d'adapter les services
au fonctionnement de l'entreprise ou du commerce. Également, bon, des solutions de caisse digitale qui sont de plus en plus présentes dans les magasins, qui permettent à la fois de gérer le stock, de fluidifier le passage en caisse. Donc, plutôt que de taper le prix, c'est simplement, on va chercher les produits dans le catalogue. Donc, c'est un vrai plus aussi dans le commerce de proximité. Et ce sont des choses que l'on voit tous les jours au fil de nos achats quotidiens dans les différents commerces. Le commerce à distance, on en a parlé aussi. Aujourd'hui, sur Internet, on l'a dit, on l'a redit, la présence sur Internet, elle est vraiment complémentaire de la présence de proximité, de la boutique de proximité. C'est un canal supplémentaire, j'allais dire, c'est une boutique supplémentaire. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de dire, ben, je démarre par un site vitrine. Simplement, je fais entre guillemets ma pub, mais le site ne permet pas effectivement de faire de l'achat en ligne. Par contre, on peut très bien mettre soit un formulaire de commande, soit un mail de commande dessus, etc. Et ça permet potentiellement de tester un peu, de voir comment on se situe sur Internet. Parce que la vraie difficulté sur Internet, ça reste quand même d'être visible, d'être référencé chez nos amis de Google, et donc de faire sa publicité et finalement de faire savoir qu'on existe sur Internet pour faire savoir qu'on existe sur le terrain à proximité. C'est toute la difficulté aujourd'hui de nos clients et de l'ensemble de nos commerçants du territoire, de dire je vais sur Internet, mais il faut que je fasse savoir que je suis présent sur Internet. Donc ça passe par de la communication et notamment ce qui devient incontournable aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer être présent avec un site Internet, un site vitrine ou un site boutique sans passer par une communication sur les réseaux sociaux qui trouve un écho très très fort aujourd'hui auprès du consommateur et notamment auprès de la jeune génération. Sur Internet, beaucoup démarrent par la vitrine, ensuite passent le pas, si les produits sont adaptés évidemment et si la logistique le permet, sur un site boutique, donc avec un module de paiement qui permet de garantir les transactions et qui permet de créditer le compte J+1, ce qui est quand même un vrai plus en matière de trésor et de gestion de compte au niveau de commerce. Mais là aussi, le site e-boutique, la boutique, ce qui est important, c'est toute la communication qui va avec. Et en plus, c'est derrière toute l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut être prêt, effectivement, à bien recevoir l'ensemble des commandes, à bien les prendre en compte, à bien les valider, à bien s'assurer que les paiements sont sécurisés. Ensuite, à bien mettre en œuvre le système d'expédition de façon à avoir notamment des retours clients et des avis qu'on appelle généralement avis Google importants puisque est positif, puisque c'est quelque chose qui devient de plus en plus primordial dans la décision d'achat sur un site. L'avis laissé par les consommateurs précédents est quelque chose qui devient de plus en plus pris en compte par les acheteurs. Donc, très, très important de ne pas démarrer, on va dire, ne pas démarrer trop tard, certes, mais ne pas démarrer trop tôt non plus. Donc, être prêt lorsqu'on fait le pas pour commercialiser sur Internet, être organisé en conséquence et y consacrer du temps et réellement s'investir sur le site. Je le disais encore récemment avec un client, une boutique en ligne, c'est une boutique comme une boutique au coin de la rue. Une boutique au coin de la rue, on y est tous les jours. On refait sa vitrine, on refait les rayons, on met en avant certaines promotions, etc. Le site Internet, il faut y être tous les jours, il faut faire la même démarche. Si vous laissez un site Internet sans faire vivre les produits ou autres, progressivement, il va être déclassé dans les moteurs de recherche. Ça va être un site qui va disparaître de la circulation et sur lequel finalement on aura investi du temps, de l'argent et sur lequel on n'aura pas le retour sur investissement. Sur le bas de cette diapo, le paiement par lien, point important, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ça permet aux commerçants d'envoyer soit par SMS, soit par mail
une demande d'encaissement par carte bancaire. Donc, le consommateur va recevoir la demande de paiement, il va renseigner ses coordonnées de carte bancaire, il va procéder à un paiement sécurisé et garanti pour le commerçant. Et ça, c'est de plus en plus important et ça prend de plus en plus de place et ça remplace totalement la vente à distance. Lorsqu'on prenait les cartes par téléphone, le commerçant à l'autre bout tapait les coordonnées de la carte sur son TPE. Déjà, de plus en plus de clients et de consommateurs sont réticents de donner leurs coordonnées carte bancaire, leur numéro de carte bancaire par téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le commerçant, lorsqu'on prend des numéros de carte bancaire par téléphone sur de la vente à distance, il n'y a pas de garantie de paiement. Alors que là, dans ce cas de figure-là, le paiement par lien permet d'avoir une garantie de paiement et d'avoir un compte qui est crédité de façon sûre à J+1. C'est une sécurité importante parce que malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, certains fraudeurs, pour utiliser le terme qui est tout à fait exact, jouent un peu de la méconnaissance de certains commerçants sur la garantie ou l'absence de garantie sur la vente à distance pour, voilà, qui une fois commandé j'ai récemment vu partir une palette de vin à l'autre bout de la France, encaissée par vente à distance, avec une carte qui était volée, sur laquelle la vente à distance a été revenue impayée quelques jours après. J'ai vu passer sur une agence de voyage un impayé sur de la vente à distance. J'ai vu passer sur de la motoculture un impayé sur de la vente à distance. Sauf qu'une fois qu'on a expédié la marchandise, sauf qu'une fois qu'on a délivré la prestation, malheureusement, il est trop tard. Donc, ça, c'est une vraie évolution dans le monde des paiements qui s'attache de plus en plus à mettre un cadre de sécurité pour celui qui bénéficie du paiement. Et tout ça sous l'égide, on va dire, des autorités de contrôle au niveau France. La France est un des pays les plus stricts en matière de garantie et de sécurité des paiements. Et c'est vrai qu'on ne peut que s'en réjouir puisque ça évite quand même pas mal de déconvenues et pour certaines des pertes significatives sur de l'activité. Et enfin, je terminerai par un point qui a été aussi évoqué précédemment et qui me paraît également très très important. C'est dire lorsqu'on a une activité, un commerce de proximité sur lequel on a une récurrence de fréquentation, on a une clientèle assidue. L'idée, c'est de fidéliser cette clientèle, d'une part de la faire venir et de la faire revenir, évidemment avec l'objectif que cette clientèle nous amène du chiffre d'affaires, nous amène de l'activité dans le commerce. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes de fidélité dans différents commerces. Par contre, un des systèmes qui se développe énormément, c'est effectivement le fait que la carte bancaire du consommateur devient une carte de fidélité. C'est-à-dire que lors du premier passage dans le magasin, il va pouvoir simplement, en cochant oui sur le TPE, entrer dans le programme de fidélité et ensuite, à chaque fois que ce consommateur va revenir dans le magasin, le TPE intelligemment va reconnaître le consommateur grâce à sa carte bancaire et finalement, il va pouvoir cumuler des points de fidélité. Ça peut être 5 euros d'achat à partir de 100 euros d'achat, ça peut être 10% sur votre prochain passage, ça peut être un cadeau offert pour votre anniversaire. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en œuvre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu le nerf de la guerre, à savoir faire venir le client dans le commerce, mais une fois qu'il est venu, c'est le revoir dans le commerce et qu'il revienne de façon régulière dans le commerce. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en matière de grande orientation à la fois sur le commerce de proximité, sur le commerce à distance, sur la fidélisation client. L'idée pour nous au niveau Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, c'est que ce sont des domaines qui deviennent de plus en plus techniques, qui deviennent de plus en plus pointus,
Euh, Notre idée, ça a été de créer des équipes dédiées à cette activité. Je vous mets ici les coordonnées des deux personnes, en l'occurrence des deux dames qui interviennent sur le département du Tarn, qui sont spécialistes, on va dire, du domaine encaissement, décaissement. On l'appelle comme ça, donc ce qu'on appelle chez nous la banque des flux. C'est un vrai plus pour développer le commerce. L'idée étant, c'est que le moyen de paiement, euh, on veut le voir non pas comme une contrainte et une obligation pour nos clients commerçants, on veut le voir au contraire comme une opportunité de développement. Et c'est vrai que mettre le bon moyen de paiement face à un bon métier, à une bonne activité, je pense que ça fait partie aussi du nerf de la guerre du commerce aujourd'hui pour le développement du commerce et notamment du commerce de proximité tel qu'on le connaît et qui doit être complété par le commerce à distance. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire dans les grandes lignes. Je vais arrêter mon partage et peut-être être à votre disposition si vous avez des questions là-dessus ou des remarques. Euh, donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Eh bien, merci Daniel, c'était très exhaustif. Et on a effectivement une première question qui est comment ça se passe quand commenter la... Oula, excusez-moi, c'est moi. Sur la mise en place d'un paiement d'abonnement mensuel permettant d'avoir des réductions aux prestations offertes parce qu'ils viennent au magasin. Donc là, sur la partie un peu plus fidélisation. Alors, sur la partie fidélisation, là, sur l'offre qui est en fait évoquée, la solution évoquée consiste à installer un logiciel directement sur le TPE. C'est une option hein, qui est mise en place sur le terminal de paiement électronique. Et lors du premier passage donc, du consommateur, une fois le paiement réalisé, une question va remonter sur l'écran du TPE. Voulez-vous adhérer au programme de fidélité? Oui, touche verte, non, touche rouge. Si oui, derrière, on va lui demander simplement de renseigner sur le TPE son 06, son numéro de téléphone portable. Et dans la foulée, ce consommateur va recevoir un SMS avec un lien sur lequel il va compléter son profil. Il va rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse mail éventuellement. Et derrière, chaque fois qu'il va revenir dans le commerce avec cette carte bancaire, il va être reconnu par le programme de fidélité et le commerçant aura pu décider, et c'est totalement à sa main, d'offrir par exemple 5 euros pour 100 euros d'achat cumulé, d'offrir un cadeau spécifique pour un anniversaire ou d'offrir un pourcentage sur le prochain passage en caisse ou éventuellement d'offrir quelque chose de bien particulier avec une communication ciblée puisque le commerçant aura désormais accès à un back-office qui lui permettra d'avoir un fichier client qui, lui, va être aux normes RGPD. J'ai entendu qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que ce fichier soit bien aux normes RGPD. Et donc, il va pouvoir communiquer avec ses clients, soit directement sur les 06 en SMS, soit directement par mail à partir du moment où ils ont renseigné leur adresse mail. Et par exemple, il va pouvoir dire ben, en avant-première, le week-end prochain, promotion ou vente privée, etc. Il y a plein de possibilités et vraiment l'idée de ce programme-là, encore une fois, qui est sous un format logiciel totalement dématérialisé. C'est plus le petit bon que vous avez sur la caisse où vous remplissez le nom, le prénom, le numéro de téléphone et vous signez en bas, sauf que c'est pas du tout RGPD. Là, c'est totalement dématérialisé et aux normes RGPD, et donc c'est une vraie force aujourd'hui pour travailler, on va dire, son fonds de commerce et sa clientèle. C'est ni plus ni moins que ce qu'a fait récemment, enfin récemment l'an dernier, ils ont dû le lancer, une grande enseigne qui s'appelle Lidl, qui a créé son appli avec un programme de fidélité qui était finalement affilié et qui permet voilà, de bénéficier d'avantages tarifaires par rapport à l'activité, au passage en commerce.
Donc, c'est un vrai plus et je pense qu'aujourd'hui, alors évidemment, ce programme de fidélité, il s'adapte pas à toutes les activités. Je vais pas le proposer à un carrossier. Si vous allez ce carrossier, vous y allez pas généralement par plaisir et vous allez pas y revenir sous l'effet d'une remise pour le prochain passage à caisse. Par contre, sur tous les métiers de bouche, sur tous les métiers d'habillement, sur tous les métiers où on a une récurrence de fréquentation, là, effectivement, on est sur des programmes de fidélité totalement adaptés au métier. Je pense que ça répond à la question, Délia. Je pense que oui, on est bien. Alors, autre question. Merci pour ce retour. Pour être plus précis, je souhaite mettre un abonnement mensuel avec des prélèvements automatiques. Cet abonnement permet aux clients d'avoir des réductions pour chaque offre. Donc là, on est plus dans une logique d'abonnement. Alors sur l'abonnement, oui, on peut mettre en place un abonnement mensuel. Alors tout dépend les produits, il faudrait juste le secteur d'activité, mais ça fait partie, on va dire, de la stratégie commerciale de mettre en place des systèmes d'abonnement mensuel. Ensuite, derrière le terme abonnement, ce que moi j'entends quand je me place côté banque, c'est quel moyen de paiement je mets face à un abonnement. Aujourd'hui, mettre un abonnement mensuel avec des échéances régulières ou irrégulières d'ailleurs, peu importe, mais admettons, on met un échéancier sur 12 mois à 15 euros par mois, ça peut se programmer sous plusieurs façons. Le prélèvement traditionnel, qui est le prélèvement que l'on connaît tous, hein, c'est le prélèvement Orange, le prélèvement EDF, etc., peut totalement correspondre à ce type de fonctionnement. Petite réserve à mon niveau, il n'y a pas de garantie de paiement. Donc aujourd'hui, déjà, il faut qu'il soit fait dans les formes au préalable, c'est-à-dire qu'il y ait une autorisation de prélèvement qui soit donnée. Ça, normalement, c'est fait en amont. Derrière, un prélèvement, il est encaissé sur votre compte. Il faut savoir que le débiteur, celui qui paye, a 8 semaines pour demander le rejet auprès de sa banque sans avoir à motiver les raisons du refus. Après, vous pouvez très bien aujourd'hui, vous avez un prélèvement EDF ou un prélèvement Orange ou autre, les faire rejeter dans les 8 semaines dans lesquelles ils se présentent. Votre banque n'a aucune raison de vous interroger sur le vrai motif de la demande de rejet. C'est une obligation légale qui protège le consommateur, qui oblige d'avoir ce rejet. Donc le créancier, lui, va avoir un débit sur son compte. Donc il faut être prudent par rapport au prélèvement sur cette absence de garantie de paiement parce que d'un litige commercial, on peut rapidement basculer sur de la notion d'impayé. C'est-à-dire, je prends une prestation qui est mensualisée et qui fait l'objet d'un prélèvement. Si le bénéficiaire de la prestation considère que la prestation n'est pas au niveau, elle n'est pas au standard de qualité attendu, il peut très bien dire, ah ben, si c'est comme ça me convient pas, je rejette le prélèvement. Après, ça devient litige commercial et on ressort du monde bancaire et on repart du côté commercial. Mais ça reste une problématique là. Ensuite, sur les prélèvements mensuels, on peut très bien choisir d'initier chaque mois des demandes de paiement par carte bancaire sous format notamment sous format de SMS ou de mail, sachant que là, la garantie de paiement, elle sera au fil de l'eau. Il n'existe pas aujourd'hui, en dehors du paiement en 3-4 fois, qui est assez simple à mettre en œuvre sur de la carte bancaire, et sous réserve que les activités soient éligibles. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire nous sommes au mois de novembre déjà 2023. Je ne peux pas vous garantir un paiement pour le mois de juillet 2024. Ça n'existe pas. Donc, il faut bien prendre en compte cette notion-là où effectivement l'abonnement, la mensualisation, c'est une facilité de paiement et c'est certes un argument commercial, mais il faut être très très attentif au risque d'impayé pour diverses raisons, hein, soit litige commercial, soit insolvabilité,
soit clôture de compte, changement de banque, c'est plus des impayés administratifs parfois, mais ça fait partie du lot, on va dire, de la gestion des encaissements à bien intégrer, notamment quand on travaille sur ces notions d'abonnement. Et même chose sur Internet, hein, on trouve sur le paiement sur Internet le paiement cash qui est garanti à J+1. J'achète cash un objet, un service sur Internet et donc le commerçant va être crédité à J+1. Par contre, on trouve aussi des formules d'abonnement ou de paiement en plusieurs fois sur Internet. Et là, pour le commerçant, seul le premier paiement est garanti. Ensuite, les paiements suivants, qui peuvent être mensuels, trimestriels, voire semestriels, eux ne peuvent pas être garantis à date de la transaction, à date de la validation du panier sur le net. Donc, soyons attentifs sur ces notions d'abonnement qui correspondent ni plus ni moins qu'à des facilités de paiement, à des délais de paiement, même si pour certains, ils correspondent à des prestations mensuelles. L'exemple classique, c'est la salle de sport. La salle de sport, je suis sur un format abonnement avec prélèvement. C'est ce qui se pratique le plus fréquemment. Aujourd'hui, je pars sur un engagement de 12 mois. Je décide ou j'ai une contrainte particulière qui me fait que j'arrête mon activité salle de sport à 6 mois et je décide de ne plus honorer mon âme et conscience les prélèvements dus sur les 6 derniers mois. Donc c'est une vraie réalité et c'est une réalité qui est encadrée au niveau réglementaire en France et même en Europe pour les prélèvements, et qui laisse vraiment toujours un peu cette incertitude sur la garantie de paiement. Et ça reste quand même, ça reste aussi le nerf de la guerre, hein, la garantie de paiement sur le paiement. Il y a le paiement et il y a la garantie de paiement. Et ça reste aussi le nerf de la guerre dans un commerce. Alors, Daniel, j'ai plein d'autres questions. Donc, je pense qu'il faudra que ce soit un petit peu plus court. Il faudrait... Je vais essayer d'être synthétique. Ouais. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui nous pose une question sur les outils comme Paylib, Stripe, ainsi de suite, qui sont du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces outils-là? Alors, effectivement, on est aujourd'hui, ça fait partie des fortes évolutions que j'évoquais en préambule du monde des paiements où on a toute une série d'acteurs ou de nouveaux acteurs qui s'intègrent dans, dans le commerce en général et au-delà, puisque on trouve effectivement ces systèmes de paiement de plus en plus utilisés sur des échanges entre particuliers. Euh, on a toutes ces startups, dirons-nous, que l'on appelle PSP, hein, prestataires de services de paiement, qui à l'origine ne sont pas des banques ou des filiales de banques, mais qui sont des organismes ou des prestataires externes qui ont certes obtenu les agréments des autorités bancaires françaises, européennes, voire mondiales pour certains acteurs, et qui sont de plus en plus présents. Euh, je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait bouger le marché. C'est aussi un vecteur de développement important parce qu'on trouve de plus en plus que ça soit des portefeuilles électroniques, que ça soit aujourd'hui, on parle beaucoup des GAFAM qui investissent sur le paiement directement. Vous prenez Le Bon Coin qui a son système de paiement, vous prenez Facebook qui a son système de paiement, demain Amazon qui a son système de paiement. On a aussi Twitter ou X maintenant qui réfléchit à mettre en place son propre système de paiement. Donc tout ça, ça contribue effectivement à faire bouger le marché. Après, là où je suis un peu plus réservé, c'est sur les coûts que ça représente, et notamment pour les commerçants, où on est peut-être pour certains sur des fonctionnements sans abonnement. Par contre, avec des taux de commission relativement élevés, quand on est globalement, pour faire simple, sur du 0,40, 0,50 sur de la banque traditionnelle, sur du paiement carte France, on peut monter rapidement à 50 voire 2%.
C'est-à-dire qu'on va se rapprocher très rapidement de spécialistes type ticket resto, chèque vacances ou autres, qui pratiquent des coms de cet ordre-là de 2-3%, voire un peu plus. Et c'est vrai qu'il faut bien prendre en compte aussi le coût de fonctionnement à ce niveau-là. Euh, Après, c'est quelque chose, je pense, qui a du bon parce que ça va faire bouger le marché. Très bien. Je rappellerai juste une chose, parce que tu ne peux pas le dire, mais moi je vais le dire, que PayPal, c'est la plus grosse commission du marché aujourd'hui sur les transactions. Euh, une autre question. Bonjour, je propose de la formation photographie. Qu'est-ce que je peux proposer comme moyen de paiement le plus adapté? Alors, j'allais dire, à une question, je vais répondre par des questions, mais en essayant de les compléter quand même. Un, quelle est votre clientèle? Deux, est-ce que vous êtes en face à face? Est-ce que vous faites de la formation à distance? Donc, c'est un peu ces éléments-là qui vont conditionner le type de paiement à adapter, à adopter par rapport à l'activité. Encore une fois, si vous adressez à du particulier et même à du professionnel, pourquoi pas, en fonction des budgets des professionnels, on va privilégier toujours la carte bancaire parce que la carte bancaire, je le redis, c'est sécurité de paiement et c'est crédité à J+1 sur votre compte. Donc ça va être ce qui va être priorisé. Alors ensuite, si vous êtes en face à face, vous pourrez avoir un TPE. Par exemple, si vous avez la box, vous serez sur un TPE entre guillemets basique ADSL, mais qui va suffire. Si vous allez en déplacement, vous pouvez très bien avoir un petit boîtier qu'on appelle To Pay mobile connecté à votre téléphone portable qui tient dans votre poche et qui vous permettra d'encaisser où que vous soyez à partir du moment où vous avez du réseau 3 ou 4G. Si vous êtes à distance, vous allez peut-être proposer directement d'envoi des SMS ou des liens pour soit encaisser la prestation, soit un acompte éventuellement pour bloquer une réservation dans un agenda, ça peut être ça. Et si vous êtes sur Internet, vous allez proposer un système directement de paiement carte bancaire Internet avec un module de paiement type une transaction ou autre. Mais effectivement, privilégions la carte bancaire qui reste le moyen de paiement le plus sécurisé. Si vous êtes à distance et que vous dites à quelqu'un par téléphone, OK, je vous réserve la plage, envoyez-moi le chèque. Déjà, le chèque, faut qu'il parte avant de le recevoir. Une fois qu'il est parti, faut qu'il navigue, faut qu'il arrive. Une fois qu'il est arrivé, il faut aller le remettre à la banque. Une fois qu'il est remis à la banque, faut qu'il soit revenu payé derrière et qu'il ne soit pas revenu impayé. Tout ça, c'est, je pense, relativement dangereux de fonctionner avec du chèque. D'ailleurs, c'est, ça ne fait que conforter l'évolution du chèque. L'évolution du chèque, elle est liée, comme je le disais, au fait que les nouvelles générations n'ont plus de chéquier. Par contre, les impayés sur le chèque aussi. Et la gestion du chèque, ça représente des coûts qui sont très significatifs pour certains commerces. Et aujourd'hui, la carte bancaire, c'est la solution actuelle et c'est la solution d'avenir, et notamment par rapport à l'évolution de la technologie. Ok, merci. Après, une autre question qui va peut-être rejoindre un petit peu celle de ce que tu fais déjà, Julie, c'est quelle solution pour la mise en place de caution sur la location de matériel type vélo électrique? Ah, alors, on peut faire deux réponses, la réponse officielle et la réponse officieuse. Je vais commencer par la réponse officieuse. Dans la pratique aujourd'hui, effectivement, prendre une empreinte de carte bancaire, c'est utilisé pour dépôt de garantie, caution, vous les appelez comme vous voulez. C'est utilisé par certains sur de la location de logements courte durée pour faire un dépôt de garantie. C'est utilisé pour des locations, vous dites ici de vélos. C'est également vrai pour le matériel d'outillage. C'est utilisé pour la location de voitures par des grandes enseignes qui ont pignon sur rue, qui sont nationales voire internationales.
dans la réalité des choses, ce qu'il faut bien savoir, et officiellement, ça a été rappelé encore récemment par les autorités européennes, c'est que cette fonction d'empreinte bancaire n'a pas vocation à servir de garantie et à servir de caution sur une prestation de biens ou de services. Euh, cette notion d'empreinte bancaire, c'est ce qu'on appelle le paiement de biens et de services. C'est en fait l'idée de prendre l'empreinte bancaire, ça doit permettre d'encaisser postérieurement, lorsque le prix de la prestation est défini, le montant définitif. Je prends un exemple, je fais une location de matériel d'outillage. La location, je veux dire n'importe quoi, c'est 15 € de l'heure. Je dis, j'en ai peut-être besoin pour la journée, mais je connais pas mon temps précis d'utilisation. Donc, ça va être une empreinte qui va être prise, mettons, pour 8 heures à 15 €, ça va nous faire 120 € de prise d'empreinte. Si je la ramène au bout de 6 heures, le commerçant va pouvoir aller prendre dans l'empreinte qu'il a réalisée le montant, à concurrence du montant maximum de l'empreinte, évidemment, mais pour 6 heures, il sera dans les clous, donc il va prendre dans l'empreinte sans avoir à nouveau demandé un paiement à l'issue de la prestation. Par contre, en parallèle, s'il y a de la casse sur le matériel, cette empreinte, la réglementation n'autorise pas à l'utiliser sous format de caution ou de garantie. Alors ça, c'est la réglementation. Dans la pratique, c'est ce qui se fait partout. Quelque part, ça reste quand même assez dissuasif de donner son empreinte bancaire de carte pour cautionner ou garantir soit une location, soit une prestation particulière ou autre. Donc, j'allais dire, la réponse, elle est de dire officiellement, il n'y a pas de solution en béton. Euh, Dans la vraie vie et dans la pratique, le fait de prendre du PLBS, que l'on appelle paiement de location de biens et de services, ça permet, avec cette empreinte-là, de calmer, on va dire, les ardeurs un peu des consommateurs et de faire en sorte qu'ils prennent bien soin des objets qu'ils ont empruntés ou loués, quoi. Donc soyons attentifs à ce niveau-là, euh, mais soyons aussi réalistes par rapport au quotidien. C'est ce qui se pratique et dans tous les cas de figure, il vaut mieux prendre sûrement une empreinte carte bancaire qu'un chèque sur lequel l'issue sera toujours incertaine, et incertaine, non pas J+1, J+2, mais incertaine pendant quand même quelques semaines, le temps des compensations et des présentations. Merci. Allez, Julien, il y a une question pour vous. Oui. Euh, une question pour Julien. Il a parlé d'un système de secrétariat au coup par coup. Où peut-on se renseigner pour cela? Je vous remercie. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être mis en relation directement avec cette personne par mon expert comptable. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il est judicieux, mais je peux peut-être nommer la personne. Je pense que je vais t'expliquer pourquoi. Vous pouvez nommer la personne. Oui, alors, ben, il s'agit de Mélanie Ramad, qui donc est auto-entrepreneuse et qui est pétrie de bon sens et d'une efficacité redoutable avec beaucoup de méthodologie. Elle a également d'autres activités qui m'est difficile à expliquer. C'est en fait, elle va vers les particuliers également pour les aider à gérer leur rangement et ne pas accumuler trop de choses. Des fois, on a besoin d'une tierce personne pour se faire entendre dire tu n'as pas besoin de ça ou il faudrait que tu fasses davantage ça. Voilà. Et donc, elle intervient autant chez les particuliers que dans les entreprises. Et en fait, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises, malgré le coût que ça représente, puisque lorsqu'on paye quelqu'un donc en freelance, on le paye davantage évidemment qu'un employé, puisque la personne doit derrière, en fin de compte, payer elle-même ses charges sociales.
Alors, juste pour Cyril, sachez Cyril que la semaine prochaine, je sais que vous êtes inscrit au Google Atelier Numérique et je sais que Mélanie est aussi inscrite au Google Atelier Numérique donc du mercredi. Donc, j'aurai sans doute l'opportunité autour d'un café de discuter avec elle. Ah ben, ça tombe très bien. C'est pour ça, comme je sais tout, j'en profite. Lilian, je vois une question sur Justement, j'y viens. J'y viens site à sur les meilleurs l'international. moyens de paiement sur un site en ligne pour la vente à l'international. Bon, à partir du moment où on est sur un site en ligne, évidemment, l'incontournable, encore une fois, ça va être la carte bancaire. Alors après, tout dépend, on va dire, à qu'est-ce que l'on vend et à qui on s'adresse. Si je m'adresse à du particulier, c'est incontournable. Il faut qu'il y ait la carte bancaire. Même si à l'international, les coûts de traitement des cartes bancaires, à partir du moment où on passe par les réseaux de nos amis américains Visa et Mastercard vont générer des coûts supplémentaires, mais ça reste incontournable. Ensuite, fonction du type de produit, du panier moyen et notamment après si on s'adresse à des entreprises, on peut être tenté de proposer des alternatives au paiement carte bancaire et notamment de proposer du virement au travers de plus en plus. Ce qui arrive là et ce qui est en train de se développer assez fortement, c'est l'initiation de paiement. Autrement dit, c'est le commerçant qui, dans son site, va faire un paramétrage qui permette de demander au consommateur ou à l'acheteur de lui faire un virement. Sauf que ce virement, le consommateur ou l'acheteur n'aura pas besoin d'aller renseigner le RIB du fournisseur dans sa banque, de taper le montant, etc., de faire le virement. Il va simplement recevoir une notification sur son compte en demandant, voulez-vous valider un virement de 300 euros au bénéfice de la société Durand, Dupont, etc., qui viennent de vous délivrer le service ou le produit. Donc, c'est l'initiation de paiement, c'est quelque chose qui arrive et qui fait partie aussi des nouveautés. Ça peut être aussi une alternative à l'international, en complément, on va dire, du virement classique dans tous les cas de figure à l'international, zéro chèque. Le chèque pour voilà n'a pas de valeur. La, la réglementation à l'international est assez complexe et je crois qu'il y a des ateliers internationaux qui sont à venir là sous l'égide de la CCI, mais c'est toujours un peu particulier. On peut pas se permettre d'encaisser du chèque à l'international, même si le chèque a cours dans certains pays. Les circuits de recouvrement sont très longs, très complexes et peuvent amener à de fortes désillusions sur l'issue des paiements. Donc sur l'international, soit on reste sur du virement que l'on reçoit et une fois que c'est arrivé sur notre compte, on le tient. Soit on est sur du paiement carte bancaire classique et dans le back-office de gestion de la carte bancaire sur Internet, on peut voir si effectivement le paiement carte bancaire est garanti. Donc restons sur ces deux principaux moyens de paiement pour l'international également. Très bien. Donc oui, effectivement, ça sera sans doute des éléments qu'on abordera lors du prochain rendez-vous numérique avec à l'international, hein, de toute façon. Parce que ça reste une problématique. Le paiement à l'international, c'est une problématique qui n'est pas simple. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas à demander à Julie, qui se fait toute belle pour l'occasion. Bien, tu cherches. Existe-t-il des solutions de paiement, solutions de location financière incluant des services? Je ne comprends pas tout. Alors, je déroule la question sur mon écran. Tac, tac. Existe-t-il des solutions de location financière incluant des services? Si on pouvait préciser la question, mais dans les locations financières, alors moi j'entends
location sous forme de crédit bail ou euh, Location. Pour des ventes de vélos avec contrat d'entretien, location bail, oui. Ah, je crois qu'on a perdu Daniel. Je confirme, on a perdu Daniel. On a définitivement perdu Daniel. Donc écoutez, là, on a un petit problème de connexion. Je pense qu'effectivement, si vous remplissez le questionnaire satisfaction, je lui donnerai vos coordonnées ou je lui donnerai les coordonnées de Daniel pour que vous puissiez le recontacter. Apparemment, il a décidé d'arrêter la session tout seul comme un grand. Donc, avez-vous d'autres questions du coup pour nos invités qui restent, parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire hein, aussi? Je vois qu'on a quand même fait un large tour de tout ce qui est moyen de paiement. Et puis aussi qu'on est dans les heures, parce que c'est 11h27. Point de vue timing, on a été plutôt bon et efficace. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose. Ah. Allez, je vous ai retrouvé Daniel Robert. Alors, désolé, ouais, j'ai un petit souci. Alors, du coup, je sais plus trop où je me suis arrêté parce que j'ai parlé pendant. Je pense que tu peux recommencer. Je suis trop bavard, en fait. J'étais dans le vide, donc personne ne me contredisait, tout allait bien. Allez, plus sérieusement, ouais, on parlait effectivement de systèmes de location financière ou de location avec option d'achat qui sont des systèmes aujourd'hui qui peuvent être adaptés à certaines activités et en l'occurrence, ici, la question était posée, je crois, au niveau vélo. Donc, pour moi, ça doit rentrer dans le cadre. C'est un peu comme lorsqu'on est sur de l'activité automobile où aujourd'hui, de moins en moins de personnes payent cash leur automobile chez le concessionnaire en portant un chèque de 30 000 euros. On est de plus en plus sur des systèmes de location et derrière, le garage est souvent adossé à des organismes de crédit, filiales de banque ou filiales des différentes enseignes. Et en l'occurrence, au niveau des banques, le système location financière, crédit bail ou crédit consommation peut tout à fait être adapté, on va dire, à ce genre d'activité comme la vente de vélo, ou plutôt que de payer le vélo cash, je vais le payer sur X mois sous diverses formes, à voir au cas par cas, dirons-nous, et dans tous les cas, en s'appuyant sur les compétences du Crédit Bail et de la filiale spécialisée dans ce domaine à notre niveau. Donc oui, c'est faisable et je pense que la solution est étudiable. Ensuite, ça demande évidemment à en faire la promotion au niveau du magasin. Mais encore une fois, c'est un argument commercial supplémentaire et c'est sûrement un levier de plus pour contribuer à développer l'activité et le chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Du coup, je me suis rapatrié dans le bureau de Lilian et pour l'instant, je ne l'ai plus à mes côtés. C'est les derniers points peut-être que je voulais évoquer.
peut-être le temps que Liliane nous rejoigne. C'était l'idée aussi de mettre un petit, une petite info par rapport à la facture électronique. Donc, la facture électronique entre professionnels qui deviendra progressivement obligatoire. Et je pense que le monde des paiements va bouger aussi autour de ça parce que qui dit facture électronique, elle dit un créancier, un débiteur, un objet, un montant. Donc, ça veut dire que tout ce qui est contenu dans cette facture électronique, ce sont toutes les infos qui sont nécessaires et indispensables à la réalisation d'un paiement. Donc, on peut imaginer demain, alors dans un futur peut-être plus ou moins proche et peut-être un peu décalé par rapport aux obligations légales de facture électronique qui sont progressives, on peut imaginer que demain, en parallèle de la facture électronique, cette facture-là véhiculera aussi une information qui permettra de réaliser dans la foulée le paiement. Donc, de façon peut-être simplifiée, de façon automatisée. Et c'est vrai que ça fait partie des grosses évolutions qu'on attend peut-être dans les années à venir sur les paiements et notamment interentreprises. Pour ce qui est du commerce de proximité, les évolutions plus terre à terre, là, c'est l'évolution technologique au niveau des terminaux de paiement avec la technologie Android, comme les téléphones portables, qui va permettre d'être beaucoup plus ouverte, d'avoir des applis qu'on pourra télécharger, qui seront peut-être des applis métiers, qui permettront de gérer du stock, etc. Ça, c'est des choses aussi qui évoluent rapidement et aussi des évolutions qui vont tendre, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment la solution qui doit coller au métier, c'est pas le métier qui doit coller à la solution. Et on tend de plus en plus vers des solutions de paiement par carte bancaire qui vont être adaptées un peu à chaque métier. Si je prends la restauration aujourd'hui, ça a peut-être besoin d'encaisser évidemment des cartes bancaires classiques, d'encaisser des tickets resto. Ça a peut-être besoin de mettre en place un logiciel de pourboire, un logiciel de partage d'addition, etc. Donc ça peut être aussi une évolution qui va arriver assez rapidement. Des professions libérales de santé, elles vont avoir peut-être besoin d'avoir un lecteur de carte vitale associé à leur terminal de paiement par la technologie Android. Enfin, il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux, mais voilà, ça doit permettre aussi de continuer à dynamiser le monde des paiements et les solutions d'encaissement. Je veux dire, elles sont pas sans fin, mais elles sont avec une évolution permanente, ce qui fait que réellement, ce qu'on se dit aujourd'hui, je pense que dans un an, il y aura déjà des nouveautés. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions alors, était possible... Oui, bien sûr, là, je vois dans le chat une petite question. Évidemment, on pourra entrer en contact et si vous l'avez déjà fait avec mes homologues de Brie Picardie. Donc oui, je mettrai l'email, le contact de Daniel dans le mail. J'en profite là par rapport à ce que vient de dire Daniel sur la facturation électronique. Aujourd'hui, le projet a été reporté très clairement parce qu'il fallait savoir que ça allait démarrer normalement fin d'année. Il y a eu un report, mais sur l'année 2024, toutes les entreprises seront impactées. C'est-à-dire celles qui font du professionnel à professionnel, celles qui font du professionnel à particulier et celles qui font même des paiements à l'international. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il va falloir bien préparer. L'avantage, c'est qu'on a 2 ans pour les préparer. Et sachez qu'effectivement, au niveau des CCI, et notamment moi qui suis en charge du sujet, on est vraiment très à l'affût de ce qui va se passer parce que ça va être une petite révolution quand même dans la manière de fonctionner des entreprises. Et en plus, on va se retrouver dans un schéma où votre facture l'original ne sera pas une édition écrite, mais sera automatiquement la version dématérialisée. Et donc, il faut être capable de la garder au bon moment, au bon endroit.
Donc ça va être, il va y avoir de forts enjeux sur la dématérialisation et je pense que je suis assez d'accord avec la perspective de Daniel de dire qu'il y aura aussi des évolutions sur les moyens de paiement et des moyens de paiement sans doute un peu plus instantanés que Tout à fait, ouais. ce qu'il y a à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Donc 11h36, on est largement dans les clous. Donc déjà, on vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie plus particulièrement nos invités, Julie, Julien, Daniel, d'avoir pris de leur temps pour nous faire part de leur retour d'expérience qui était très intéressant. On vous dit à très bientôt. Et n'oubliez pas de remplir le questionnaire satisfaction, comme ça on vous enverra le replay vers le webinaire, comme ça vous pourrez revoir des choses. Et bien sûr, on mettra les coordonnées de Daniel, ainsi de suite. Et pour les autres, je vous conseille d'aller manger quand il rouvrira à l'hôtel-restaurant du Pont à Saint-Cyrgue, parce qu'on y mange très très bien. Et Et de passer à la librairie. et de passer en librairie, parce que la culture reste quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on n'appelle plus les bandes dessinées des bandes dessinées, mais des romans graphiques, parce que ça a fortement augmenté. C'est plus seulement Astérix et Obélix. On arrive sur des choses vraiment d'une qualité impressionnante. Et quand vous avez des passionnés comme Julien pour vous parler et vous répondre, j'espère que vous avez du temps parce qu'il est très bavard. Il faut en profiter. Je ne saurais nier. Donc, merci à tous et on vous dit à très bientôt et merci à tous les intervenants. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, la machine m'a lâché la feuille. Et Lilian, tu m'entends toujours? Oui, Moi, je t'entends plus, par contre. ouais, Oui. j'ai fermé le son pour ça. Juste un truc. Je pense que ça serait pas mal qu'on puisse te voir quand même, nous, à l'écran, les intervenants, parce qu'en fin de compte, on s'adresse à personne. Ah, ça t'a perturbé? On n'a qu'une voix. Donc, ça peut aider, quoi, l'intervenant, quoi, d'avoir un regard, avoir une D'accord. mimique en face et d'appréhender ça, ouais. Ouais, l'autre idée, c'était plutôt dans l'esprit que je prenne le moins de place possible. Sur Ouais, les... mais si tu apparais quand même sur l'écran, il y a marqué Lilian Fourcadier, donc autant qu'on te voit. Ouais, voilà. En gros, en plus. Ouais, Ouais. en gros, bon, voilà. Et c'est très désobligeant ce que vous avez dit sur le en gros. À chacun son tour, hein. Et je l'avais pas, hein. Ouais, que tu dis. Bon, allez, je vous laisse, je vais retourner à mon occupation Oui, c'est favorite. ça. Et merci encore, Julien. À très bientôt. Et merci à toi, ciao. Merci. Bonne journée à tous. Au Ciao. revoir. Et Ciao. Julie, je te laisse profiter de tes vacances. Ouais. Ouais. Allez, merci beaucoup. Salut. Au revoir à tous. Bonne journée.